Ultra Trail Candy. Ultra Trail Candy. J'ai moins de 40 ans. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast, attention ne perdons pas le fil, numéro 356, et ce sera le dernier sur l'Ultra Trail du Chianti. C'est déjà fini. J-10, J-10, J-10. Allez, pour ceux qui ne pour ceux qui ne me connaissent pas, comme son nom l'indiquait, je suis Hugo Ferrari, ultra trailer depuis 2014. Ça m'a d'ailleurs bien fait rigoler de le rappeler cette semaine à une personne d'un team. On parlait un petit peu du passé, et quand je lui ai dit que je courais en 2014, il était surpris. Et oui, 12e année de trail running. Podcasteur depuis 2018, le premier dans le monde de la course à pied, voilà, comme Marseille, à jamais les premiers, The Duke Connection désormais, organisateur du trail New Way Rover depuis 2019, et je n'ai toujours éventré personne à la préfecture de Savoie, même si des fois j'ai quelques idées. Blogueur sur la plateforme Patreon depuis 2020, alors là encore j'ai presque envie de vous dire... Tonton Ferrari était le premier, et oui, et maintenant il y en a beaucoup qui y vont, et je suis parti. Et oui, puisque j'ai mon site internet duc-army.fr qui est complètement autonome et qui reprend ce blog de A à Z avec la publication de la Duc Chronique le lundi, son interview de champion le lundi soir, une personne de renommée qui a couru le week-end, ça c'est très 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 difficile à avoir. Le podcast du mercredi que vous écoutez en ce moment même, où je traite d'une petite question que l'on m'envoie. Et puis sur mon site ducarmi.fr, qui fait office donc de blog, le vendredi, vous avez les articles intelligents, mais en ce moment, avec la préparation de l'Ultra Trail du Chianti, eh bien, vous avez le mardi la préparation de la semaine au niveau de l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et vous avez le dimanche un retour, un bilan sur la semaine. Est-ce qu'on a tout fait, pas tout fait, on a adapté, oui, non, pourquoi? Donc voilà, en ce moment c'est assez dense, on bouffe de la préparation à foison. Donc vraiment pour suivre toute mon actualité, www.duc-army.fr. Et puis dessus, on ne parle vraiment pas que de moi, puisque la communauté est quasiment autonome sans son duc, avec son forum, avec son Discord, avec, pour celles et ceux qui veulent perdre leur travail, un groupe WhatsApp pour être sûr d'être improductif toute la journée, et les recommandations diverses et variées sur lesquelles on peut échanger à propos de lecture, les bons plans bien évidemment pour... se bénéficier de quelques tarifs un petit peu préférentiels. Là en ce moment, Altra sort beaucoup de nouvelles chaussures. Alors on va en parler en long, en large et en travers ce vendredi des nouveaux modèles Altra, puisque moi j'ai un horizon un petit peu plus prononcé que vous dessus, étant donné qu'en ce moment je suis en train de tripoter un modèle qui va sortir en juillet, et donc ce vendredi je vous montrerai quelles chaussures je vais utiliser au Chianti. Et aussi parler un petit peu des nouvelles sorties de la marque, parce que c'est vrai qu'en 2023 elle a pris un virage en se disant qu'il fallait avoir des chaussures un petit peu plus solides, et en fait comme moi je les ai eues tout de suite, dans ma tête c'était acté que c'est hyper solide, le mesh ne se détruit pas, et en fait vous, comme vous êtes des gueux, vous utilisez les anciens modèles avec des mèches un petit peu plus fragiles, en tout cas à l'époque ils y faisaient un petit peu moins attention, mais sur 2, 3 même s'ils se ressemblent, 4 modèles là pour cette année 2025, très franchement je ne comprendrais pas que vous les déchiriez, à moins que vous soyez des énormes sagouins. Et dites-vous bien que si une paire de chaussures a un mesh qui se déchire, mais que ça ne le fait pas à tout le monde, peut-être que le problème c'est vous. Et oui, trop souvent on se dit ce matériel c'est de la merde, oui mais s'ils en vendent autant, est-ce que tu penses que le problème ne vient pas de toi finalement ?
Alors je dis ça avec un peu de moquerie bienveillante, mais c'est vrai que parfois malheureusement le modèle ne convient pas soit à notre pied, soit à notre manière de courir. Et ça je le vis. Alors pour moi ça va être tout le temps, hein. Je le vis avec les chaussettes puisque j'ai une foulée un peu bizarre, ce qui fait que quand je ramène, donc je suis en train de courir, je ramène la jambe de l'arrière vers l'avant pour refaire une foulée. Et en fait, mon talon rentre vers l'intérieur et vient taper l'autre malléole. Et donc forcément, vous avez compris, je déchire la chaussette. Est-ce que les chaussettes que j'utilise c'est de la merde ? Non, elles sont de très bonne qualité. Est-ce qu'elles se déchirent quand on met des grands coups de pied dedans ? Oui, c'est totalement logique. Voilà. Et puis bien sûr, j'oubliais de vous parler sur mon site internet, mais oui, pour rédiger une du chronique, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut des patriotes qui courent à travers toute la France, et pour ça on a le calendrier, vous y allez, vous vous connectez, bam ! Vous mettez la course sur laquelle vous avez prévu de courir, et là qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que la course est déjà programmée, vous dites, oh putain, il y en a 2 qui y sont déjà. Vous allez immédiatement sur la carte interactive pour voir où sont ces personnes, éventuellement, grâce au DUC, vous faites des économies, en faisant un petit peu de covoiturage, en prenant un logement commun. Et vous faites plaisir à tous nos écolo-trailers. Voilà, puisque eux ne montrent pas l'exemple. Hein, voilà, je rappelle le score de Francesco Pupi face au Duc de Savoie. On est au moins sur 15 vols à 0 en termes d'avion. Je vous parlerai pas de Dakota Jones parce que ça va être indécent. Mais les faits sont têtus. Hein. Mais voilà, nous au moins, on essaie de faire un petit peu attention, et on n'emmerde pas le monde avec ça. Voilà, on le fait, c'est vrai aussi, pour économiser un peu d'argent, n'ayons pas honte de le dire. Et puis, n'hésitez pas encore une dernière fois à commander quelques bières de récup grâce justement à mon calendrier qui est totalement présent et consultable même par les gueux réfractaires au paiement sur mon site internet. Voilà, je pense par exemple à mon prochain gros déplacement qui sera au trail de la Cité de Pierre, un trail organisé par l'ami Guillaume Prax, là aussi sans chichi, etc. Si vous êtes un coureur prêt à vous mettre à genoux et à faire des choses peu scrupuleuses pour obtenir une médaille finisher, sachez que là-bas vous n'en aurez pas, et si comme moi vous aimez le trail, le vrai, le pur, le dur, allez-y, courez sur ce trail de la Cité de Pierre avec un parcours vraiment très intéressant, très authentique, et puis surtout sans toutes ces conneries autour. Voilà, j'ai reçu encore des messages de certains coureurs pour me demander si on allait refaire des t-shirts au trail niveau les Revards. Non, évidemment que non, vous aurez des lots à manger, et si vous n'êtes pas content, vous irez vous faire cuire un œuf. Et les médailles finisher, évidemment vous n'en aurez pas, c'est vraiment de la merde. Et ça ne sert à rien à part calmer l'ego d'un gosse de 43 ans, ce qui est quand même extrêmement ridicule. Alors, aujourd'hui, comme vous le voyez, on est chaud, on est bien, on est lancé. J'ai quand même quelques petites news après cette introduction où je rappelle des faits, parce que c'est important. C'est important aujourd'hui, vous avez trop de gens qui pensent qu'ils font plein de trucs géniaux. Donc je rappelle, la première personne qui a créé des podcasts à propos de la course à pied, c'est moi. Le premier à partager ses expériences en course à pied via du blogging, etc. Enfin, avec la qualité, bien sûr, hein. Après, raconter ses randonnées pédestres en mangeant des pizzas dans les refuges, ça on en a rien à branler, ça nous intéresse pas. Mais c'est moi également, voilà, donc on remet des mots là-dessus. Pourquoi je m'exprime ? Parce que je fais des ultra-trails depuis 2014. Et en fait, en 2014, quand j'ai commencé à courir, je me suis pas dit, tiens, je vais faire une planification, une programmation sur X années, ça et ça, pour un jour peut-être vivre le... Non ! En fait, j'ai commencé à courir en me disant, tiens, l'ultra-tour du Beaufortin, c'est joli, je vais le faire. Je me suis inscrit, j'y suis allé, tu vois. Bon, ça s'est mal passé, évidemment, mais il y avait du vécu, il y avait quelque chose. On n'était pas là en train de se dire, ouais, alors attends, parce que tant de kilomètres, on va planifier, on va faire ça et ça. Non, on y allait au charbon. Du coup, on peut raconter ses erreurs, on peut raconter les conneries. C'est un paradigme, parce que c'est rigolo comme ça, de partir un peu avec sa bite et son couteau à l'aventure, hein. Je rappelle que j'étais torse nu avec un short et un porte-gourde. Tout le matériel obligatoire attaché autour du porte-gourde, mais torse nu avec un short tout de même. Il n'y avait pas de sac Salomon ou je sais pas quelle autre saloperie. Et les chaussures, je les avais pris, mais sur AliExpress. Enfin, c'était des ASICS, mais j'avais acheté ça parce que c'était pas cher. Je savais même pas si ça accrochait. Enfin, s'il y avait Vibram, inconnu au bataillon. Les bâtons, pour moi, c'était uniquement si on se rendait dans des clubs échangistes pour caresser des messieurs. Voilà, il y avait tout ça.
tout ça autour, ce qui a donné lieu à d'extrêmement belles et bonnes tranches de vie. Et donc on peut conseiller ceux qui ont envie de squeezer un petit peu ces erreurs formatrices, il est vrai, mais du coup vous performez seulement 10 ans plus tard et pas tout de suite. C'est vrai que pour ceux qui ont un projet familial qui fait qu'il faut faire du sport pendant 2-3 ans, puis après on va se calmer un petit peu, vous pouvez accéder à la rapidité en vous abonnant à mon contenu, ce qui est un condensé de quasiment tout ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi il ne faut pas le faire, pourquoi vous allez gagner du temps en faisant ça, ça et ça. Sinon, écoutez, comme je suis surproductif, pas parce que je prends des Doliprane toutes les 3 heures comme Henriette Albon, hein, pas du tout, mais ou Albon, je sais pas comment ça se prononce, enfin, de toute façon ça ne m'intéresse pas. Les tasses du Carmi arrivent, je ne crois pas que je vous en avais parlé, écoutez, elles sont en train de finir leur petite production, et à mon avis, elles vont être livrées gentiment pendant que je suis au campus, ce qui est génial, puisque du coup, il faut signer le papier du transporteur, donc il va se présenter chez moi, il y aura personne, et je l'aurai dans le cul. Donc je payerai une deuxième fois les frais de livraison, mais écoutez, ce n'est pas grave, tant pis, c'est comme ça, ainsi va la vie. Je leur ai dit de me prévenir en amont, mais je sens bien qu'ils vont m'envoyer un message quand je serai déjà parti. Des tasses made in France. Et ça, c'est très important. Ça n'a pas été spécialement dur à trouver. Après, à mon avis, elles viennent toutes du même endroit, mais je n'ai pas pu les acheter à la source, voyez-vous. Avec un petit logo du Carmi, bien sûr, qu'on a légèrement retravaillé pour changer un peu. Tasse réalisée en France. Alors, ça n'est pas de la porcelaine, parce que je vous aurais vendu 25€ la tasse. C'était peut-être un peu excessif, même si certains fidèles m'auraient suivi. Puis en fait, la forme de la tasse en porcelaine était vraiment très, 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 très homosexuelle. Même si je n'ai rien contre cela. Je conçois qu'un mâle de 35 ans aurait peut-être un peu de difficulté à s'afficher avec une telle tasse en open space, donc j'ai pris quelque chose de très carré, neutre, et du coup on n'avait pas accès à la porcelaine. Me demandez pourquoi il faisait qu'une seule forme ou deux, mais pareil c'était moche. Donc ce sera en opale. Voilà, j'ai pas trop compris le délire, puisque pour moi l'opale c'était quand même une pierre précieuse. Bon, vu le prix il y a peu de chance, mais voilà, écoutez, ça arrive, très beau produit, simple, efficace, français, hein, toujours pour montrer aux autres, parce qu'en ce moment on parle beaucoup, oui, j'ai acheté une Tesla, mais comme Trump est raciste, enfin ou Elon Musk, ou je sais pas, ou les États-Unis, englobons les États-Unis de manière générale, donc les États-Unis, il y a combien d'habitants aux États-Unis? Attendez, alors, il faudrait que je fasse ce podcast en collaboration avec ChatGPT, nombre d'habitants États-Unis, allez, on se contente de Google, 332 millions d'habitants, et donc vu qu'ils ont élu Trump, pour certaines personnes, 332 millions d'habitants ont voté Trump. Non, pas du tout. Alors, attendez, regardez, on va rigoler. Score. Emmanuel Macron, premier tour. Élection présidentielle 2022, les résultats du premier tour. Donc, Emmanuel Macron a remporté 27% des voix, mais alors il faut compter. Donc, ça veut dire que déjà, il y a un seul quart des Français qui voulaient bien de lui. Putain, il y avait Yannick Jadot, il a fermé sa gueule depuis, on l'a plus jamais entendu. Et après, il faut compter aussi, voilà, les votants, c'est 35 millions, hein, donc vous en avez 30 millions qui en ont rien à foutre. Les inscrits, c'est 47 millions, donc il y a 18 millions de personnes qui, pareil, qui s'en foutent un peu. 35 millions de votants, 34 millions d'exprimés, parce que vous enlevez les votes nuls, blancs, voilà, les trucs qu'on compte pas. Tiens, d'ailleurs, ça colle pas, là, les chiffres, hein, c'est bizarre. Gouvernement.fr, faudra vous mettre à jour. Et donc, sur les 34 millions, vous avez un quart, donc moins de 10 millions qui ont voté pour Emmanuel Macron. Donc, vous avez 65 millions de Français, il y en a 10 millions qui se disent que c'est bien que ce soit lui, et les 55 autres millions en ont absolument rien à foutre, voire même éprouvent peut-être de la haine contre lui. Bon, ça après je m'en tape, mais tout ça pour vous dire que sur les 332 millions d'Américains, je pense que c'est un petit peu réducteur, un petit peu idiot de penser qu'ils sont tous pro-Trump et que donc tout ce qui vient des USA c'est mal. Alors après vous pouvez boycotter pour différentes raisons. Et je vous invite à regarder vos vêtements que vous portez sur vous aujourd'hui. Où sont-ils fabriqués? Je vous laisse regarder l'étiquette. Je vais boire un coup pendant ce temps-là.
Donc vos vêtements sont fabriqués au Bangladesh, à Taïwan, en République populaire de Chine. Si vous voyez Made in RPC, c'est la République populaire de Chine, c'est parce que Made in China, ça faisait un peu dégueulasse, ils ont changé le nom. Voilà. Éventuellement, vous avez un Levi's, il est fabriqué aux États-Unis, mais bon, en général, ça coûte un peu cher, donc on prend plutôt un jean imitation fabriqué en Chine. Est-ce que vous pensez que là-bas, c'est mieux ? Pareil, je vous laisse réfléchir, je vais boire un petit coup. Non, bon, on est d'accord. Voilà, je pense pas que la tolérance de Xi Jinping soit remarquable. Et les conditions de travail, à mon avis, sont un petit peu difficiles. Voilà. Ok, très bien. Donc, pourquoi je vous parlais de boycotter les produits des États-Unis ? Putain, je me suis perdu du coup. Non, mais on s'en fout. Ah oui, pour vous dire que voilà, j'étais très fier de retrouver un produit made in France, parce que je voulais faire des tasses. J'en avais fait une fois. J'en avais fait 5. Je sais plus à qui je les avais donnés. Je pense que je les ai donnés à Olivier, Romain. Moi, j'en ai pas gardé. J'en ai donné 3 autres. Ah, je sais plus. Mais en fait, j'avais fait une grosse commande sur Vistaprint. Alors, depuis, je suis revenu en arrière. Je commande sur, je sais plus si c'est J'imprime en France ou mon imprimeur français. Il y a plusieurs sites. Donc, j'ai arrêté d'aller sur Vistaprint, qui n'est pas du tout produit en France. D'ailleurs, Vistaprint, voilà, c'est Allemagne, Pays-Bas. Et puis d'un coup, vous voyez passer Inde. Là, vous dites, ah tiens, on change de registre. Tiens, un petit coup de fouet. Ah allez, travaille, feignant. Allez, tiens, 1 centime. T'as bien travaillé aujourd'hui. Tu t'achèteras un pain au bout de 2 semaines. Et du coup, ouais, les tasses, évidemment, elles étaient faites on sait pas où. Donc là, vous aurez un joli produit français. Voilà, ça fait plaisir. Donc c'est une boîte française qui l'a acheté auprès d'un atelier français, et votre bon duc rajoute par-dessus sa pâte, et vous avez une tasse fabriquée en France. Et donc, n'hésitez pas, si votre collègue de travail vous casse un peu les couilles, à siroter un café hors de prix dans cette tasse, à lui rappeler que lui sirote un café de merde, parce qu'il ne l'achète pas au panier à café, ou chez un torréfacteur, et dites-lui bien, moi ma tasse a été fabriquée en France, et toi, espèce de merde, quel pays dictatorial tu soutiens avec ta tasse de guignol là, que t'as acheté à Leclerc ? Est-ce que tu peux me préciser, s'il te plaît ? Non, c'est drôle, mais on entend beaucoup de... Tiens, je le mettais dans ma Duchronique ce lundi. Bon, si vous n'êtes pas abonné et que vous ne lisez pas ma Duchronique, vous passez quand même à côté de beaucoup de choses. Je parlais d'Hugo Clément. Alors, moi, j'aime bien Hugo Clément. Parce que... je me rappelle d'un reportage sur une déchetterie. Alors, non seulement c'était très instructif, mais c'était aussi bien tourné. Il y avait quelques belles images. Le discours était sympathique avec l'employé de la déchetterie, etc. Enfin, j'avais trouvé ça assez bien. J'avais appris des trucs. Donc... c'est vrai que quand j'ai l'occasion et que je tombe dessus, bah je reste, je regarde. Et donc Hugo Clément qui à un moment donné, il critiquait un peu l'industrie du ski. Alors c'est vrai qu'il est très 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 critiquable, puisque je rappelle qu'à un moment donné, on a quand même dézingué des forêts et mis des pylônes en acier, en métal, en ce que vous voulez, avec du béton dans la forêt. Sauf que contrairement aux éoliennes, là on produit absolument aucune énergie, voire même on en consomme. Donc là c'est... Et donc ouais, l'industrie du ski, bon, voilà, c'est vrai que ça fait de la thune, mais bon, on peut difficilement dire que c'est écolo quand même. Alors maintenant qu'ils sont là, hein, on va pas... Et donc lui, voilà, à travers un reportage, vous disait c'est mal, pour telle ou telle raison, pourquoi pas. Bon, qu'est-ce qu'il a fait cet hiver, Hugo Clément ? Eh ben il a fait comme tous les Parisiens, il est venu au sport d'hiver. Évidemment, il n'est pas venu dans une station familiale de gueux. Non, il est allé à Val d'Isère. Alors au début, il a mis des photos sur ses réseaux sociaux, puis bon, bah forcément, il y a des gens qui ont fait des rappels à l'ordre en lui disant que vraiment, il manquait pas d'air, quoi. Donc il a enlevé ses photos, du coup aujourd'hui, vous ne pouvez pas retrouver l'information, mais sa femme, un peu moins intelligente peut-être, ou qui s'en tape complètement, a laissé les photos. Voilà, c'est intéressant de le savoir. Donc vous avez souvent beaucoup de monde qui critique, qui fait des grands discours,
Bon, je vais pas revenir sur le sketch de tous les guignols qu'on a en course à pied, Kylian, Francesco, Dakota, voilà, c'est infernal. Donc les types prennent l'avion, puis pendant qu'ils prennent l'avion, en fait, ils rédigent des textes pour t'expliquer à quel point il faut prendre soin de la planète, mais eux sont pas concernés, si tu veux, ils sont au-dessus, ils sont là pour t'expliquer. Et c'est que toi, l'imbécile, qui doit faire attention, eux, ça va. Kylian qui divise son bilan carbone par 2 en achetant je sais plus quelle saloperie en Islande, enfin, c'est... Et donc souvent, les gens sont là à vous donner des leçons, mais derrière, il n'y a aucune action. Bon ben voilà, là il y a des actions, je vous donne plein d'exemples sur mon site internet. On peut faire des t-shirts de sport pour 59€ avec des designs exceptionnels. On peut faire des t-shirts manches longues pour 69€ avec des designs exceptionnels. On peut faire des manchettes, on peut faire des bandeaux, on peut faire des tours de cou, on peut faire des chaussettes, on peut faire des petits patchs. Tiens d'ailleurs, faut que je les recommande. J'en ai plus. On peut faire... des tasses, voilà, il y a tout un tas d'autres choses, bien sûr, mais je ne fais pas tout non plus. Cependant, vous pouvez trouver tout un tas d'autres choses réalisées en France. Les drapeaux arriveront cet été, les drapeaux réalisés par une entreprise de Gironde, bien sûr, les Girondins de Bordeaux, salut. Voilà, allez, je me suis bien saucé moi-même, j'adore ça. C'est mon podcast, c'est moi qui décide. Donc tout ça pour dire que les tasses arrivent. Un petit point prise de sang sera effectué la semaine prochaine pour vous montrer à quel point je suis en forme. Alors ce sera partagé sur mon site internet bien sûr. D'ailleurs, excusez-moi, je recommence, mais quel sportif vous partage entre 2 et 4 prises de sang annuelles? Mais vraiment, quand je vous dis que je vous le partage, c'est que je vous donne le PDF. Donc il y a tout, si tu veux, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon... il y a toutes mes coordonnées. Mais j'en ai rien à foutre, en fait. Il y a toutes les données. Quel sportif fait ça? Tous ceux qui vous disent, oui, alors, mes conseils nutrition pour nanani nanana. Bon, les conseils nutrition du Duc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un Duc qui reste à 8% de masse grasse, tout en augmentant au fur et à mesure du temps son poids, ce qui fait que, en fait, il gagne uniquement du muscle, et du coup, le mec, quand il se met torse nu, si tu veux, il ressemble à quelqu'un de correct. Voilà. Donc, je donne parfois des conseils en nutrition, tout en interpellant des personnes intéressantes comme le nutritionniste Sébastien Riefenbaum ou autre. Derrière, ça parle, ça jacasse, et à un moment donné, qui c'est qui sort les prises de sang? C'est moi. Et les autres, on les entend plus. C'est sûr, quand tu fais une prise de sang et que t'as une carence en je sais pas quelle vitamine, parce que tu nous as dit, les vegans c'est génial, nanani nanana. Là, le type, il sort une prise de sang, il est éclaté au sol, la thyroïde, bazardée. Donc forcément, du coup, tu publies pas, quoi, tu fermes ta gueule. Donc ça, ce sera... Ah oui, la prise de sang, donc c'était intéressant. Donc je me rends au laboratoire lundi matin. Et... Alors... Une fois tous les 2-3 ans, j'effectue une prise de sang, là, qui est vraiment très très élargie, où on va chercher des données sur la composition des acides gras, enfin, beaucoup de choses, qui évoluent très doucement, donc c'est pour ça qu'on fait même tous les 3 ans, ça va, quoi. Donc j'en referai peut-être une en 2026 de ce type-là, mais donc ça m'arrive tous les 3 ans de débourser entre 350 et 400€ pour une prise de sang, donc là c'est des laboratoires qui sont en Belgique, et 2 fois par an, je fais une prise de sang que me donne mon médecin du sport, qui sont des variables que lui suit par rapport à des cyclistes pro, etc. Il a l'habitude, pour déceler des éventuelles formes de fatigue. Et je fais 2 autres prises de sang si je fais des stages en altitude ou pas, mais là, c'est moi qui paye de ma poche, parce que ça coûte rien, c'est juste le NFS, là, les trucs sanguins, hématocrite, machin bidule, je rajoute un peu le fer, voilà, ça me coûte 30€, j'en ai rien à secouer. Et donc, mon médecin du sport, vu que j'ai rendez-vous chez lui, voilà, on fait l'examen avec lui, etc. Puis après, il me dit, voilà, suivant l'examen, dans ta prise de sang, on va vérifier ça, ça et ça. Il me fait une ordonnance. Quand je vais au laboratoire avec l'ordonnance, c'est la sécurité sociale, c'est la France, je ne paye pas. Ça, c'était valable avant. Enfin, attendez. Depuis quelques années, et je vais même pas parler des normes laboratoires qui diffèrent de plus en plus avec les normes santé, puisqu'on
on se base sur la moyenne de la population, donc vous vous doutez bien que la moyenne de la population française est éclatée au sol. Bref, les normes, c'est un autre sujet, qu'on avait déjà débattu avec Sébastien Diffenbrom sur mon blog. La vitamine D n'est plus remboursée depuis quelques années, c'est-à-dire que même si votre médecin vous la prescrit, vous la payez. Alors, ça coûte 12 euros, c'est pas très très grave, ça reste accessible à une grande partie de la population, mais vous donnez de l'argent à l'État à travers vos impôts. Quand vous allez faire vos courses au supermarché, il y a 5,5% de TVA, donc en mangeant, vous donnez de l'argent à l'État pour qu'il fasse tout un tas de choses. Entretien des routes, la police qui vous protège des méchants, en utilisant des bâtons alors qu'eux ils ont des kalachnikovs. L'éducation, l'école, l'hôpital, machin. Le service public, qui en 1970 était rayonnant et depuis ça chute un peu. Et là, les impôts ne cessent d'augmenter. Bon, je vous passe les différents graphiques qu'on pourrait sortir. Pourquoi pas ? Mais la prestation en face diminue. C'est-à-dire que maintenant, la vitamine D était gratuite, je dois la payer 12 euros. Et à chaque fois, c'est la même remarque. Les mecs te disent, ouais, mais c'est pas très grave, nanana. Effectivement, ça n'est jamais très grave. Mais c'est un petit truc en moins, un petit truc en moins, un petit truc en moins, un petit truc en moins. Et au bout de plusieurs dizaines d'années, vous êtes en slip. Bon. Je me rends au laboratoire, je savais que j'allais payer 12 euros pour la vitamine D. Effectivement, j'ai les moyens de le faire, ça n'est pas un problème. Et la dame me dit, oui, pourquoi vous mesurez la thyroïde, vous avez un problème, etc. Je dis non. Je mesure pour m'assurer que tout va bien, et s'il y a un problème, je réoriente ma nutrition et mon style de vie pour ne pas avoir de problème à la thyroïde plus tard, puisque j'estime que c'est pénible. Elle me dit d'accord, alors T3 et T4, c'est payant en fait maintenant. Bon, ça coûtait 13,50€, donc j'en avais rien à foutre. Mais il y a 6 mois, eh bien voilà, on vous a rendu le dosage, le test de T3 et T4 pour la thyroïde, pour la TSH, payant. Et encore une fois, c'est une toute petite somme, nanani, nanana. Et finalement, on a l'impression que pour les gens qui veulent prendre soin de leur santé, comme moi, en vérifiant régulièrement que tout va bien, dans le but de conserver la bonne santé et de ne pas venir solliciter le système hospitalier. C'est un double but. C'est un but pour moi, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes, étant donné que j'adore faire plein de choses dans ma vie, et c'est un double but dans le sens où je n'ai pas aussi envie d'aller casser les pieds à des gens en hôpitaux qui ont déjà suffisamment à faire avec les accidents de la route, les maladies dégénératives, tous les trucs qui sont un peu... on peut pas trop lutter contre. Par contre, la santé d'Hugo Ferrari en est responsable, et donc s'il va à l'hôpital parce que sa santé s'est dégradée, parce qu'il adorait manger des kebabs le soir et jouer à la console jusqu'à 2h du matin avec ses potes en fumant un joint et en buvant quelques bières, eh bien Hugo Ferrari est responsable de son mauvais état de santé. Donc, je prends les devants, je fais des check-ups réguliers pour m'assurer que mon rythme de vie me permette de continuer, pour paraphraser Stéphane Brognard, d'amener mon véhicule jusqu'au bout du chemin sans abîmer trop la carrosserie. Et donc, les gens comme moi, qui sont très peu nombreux, sont de plus en plus pénalisés dans leur quête, puisque voilà, on leur fait payer ça, on leur fait payer ça, on leur fait payer ça, mais à aucun moment on diminue ce qu'ils donnent en échange. Impôts, taxes, etc. Bon, voilà. C'est une information que je donne, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez le droit d'apprécier de payer dans le vide, mais je précise quand même que on conserve un système de santé, je vais pas dire à la perfection, parce que là, les gens qui travaillent à l'hôpital, infirmières, tout ça, qui vont me parler de leur temps de travail, de leur qualité de travail, etc., vont me dire, ouais, attends, t'abuses, c'est quand même assez dur. Mais regardez, j'ai payé 25,50€, la sécurité sociale a payé 97,25€, et la mutuelle, c'est moi qui la paye, 64,83€. Oui, parce que la mutuelle, elle me coûte 46€ par mois, donc
J'estime que ces 64,83€, c'est moi qui les ai payés. Donc voilà, la sécurité sociale, 97,25€, ce qui correspond à un petit pourcentage de mes impôts. Attendez, j'essaie de calculer. 4000. 3%, un truc comme ça. Ok. Voilà, c'était la petite surprise du lundi matin en allant à la prise de sang. On la détaillera sur le site. Autre chose, je vais réaliser une conférence, une intervention pour le groupe Enedis suite à la sollicitation d'un de mes patriotes qui avait envie de me voir gesticuler dans son entreprise. Donc le podcast que je vous fais maintenant sera fait dans une entreprise, alors il faut peut-être que je pèse mes mots par moment. Donc nous allons bien évidemment préparer cela, hein. Je vais pas arriver comme ça. Allez hop, il y a une phrase au tableau, freestyle pendant 2 heures. Non, on va cadrer le truc. Mais tout ça pour vous dire que si vous êtes dans une entreprise d'une certaine taille, hein, parce que il faut, voilà, si vous êtes 2 kikis, je vais pas venir faire garderie pendant une matinée. Enfin, en tout cas, si je vous annonce le tarif, vous allez faire. Mais si vous êtes une entreprise d'une certaine taille et que c'est déjà mis en place dans vos locaux, que certaines personnes viennent faire des interventions, alors ça peut être à propos de l'art, à propos du sport, à propos de tout un tas de choses. Et vous vous dites, tiens, on s'est pas luché tel ou tel intervenant ces dernières années, vas-y, moi je vais faire venir Hugo Ferrari. Contactez-moi, et nous trouverons sans doute un sujet intéressant à partager et à faire valoir. Voilà, puisque je commence à avoir quand même une petite expérience entrepreneuriale. Alors, je suis loin d'être un patron, hein, évidemment, puisque je suis tout seul. Mais étant passé de quelqu'un qui a touché le RSA pendant 1 an à quelqu'un qui est totalement autonome aujourd'hui, fait travailler quelques prestataires, il y a un petit peu de bagage, il y a un petit peu de vécu, pareil au niveau du sport, et des études, puisque j'ai aussi eu des études entre guillemets de haut niveau, même si pour moi devenir ingénieur n'a pas été très très dur. Voilà, si, des fois c'était un peu chiant. Voilà. Un dernier petit point, point Brognard. Point Stéphane Brognard. Donc j'ai fait 2 entretiens avec lui pour discuter de préparation mentale. Vous retrouverez tous ces entretiens sur mon site duc-hermie.fr. La préparation mentale, je n'aime pas ça. Et en fait, pourquoi je n'aimais pas ça ? En m'entretenant avec Stéphane Brognard, j'ai compris pourquoi, enfin même si je le savais. J'estimais que beaucoup de monde n'était pas apte à discuter avec moi. Parce qu'ils étaient beaucoup trop dans la théorie, en fait, à un moment donné. Si tu veux, le Rottweiler ne peut pas écouter le caniche, quoi. Donc il me fallait un costaud. Mon entraîneur, c'est Patrick Bringer, parce que Patrick Bringer, il a fait 3ème des mondiaux en 2015, il a été champion de France en 2015. Voilà. Et avant, il avait une carrière internationale en triathlon. Du coup, il a le droit de m'entraîner. Et là, je me suis dit, putain, Stéphane Brognard, vu les interventions qu'il nous fait dans la bande AD+, j'avais entendu son interview sur le podcast Limitless dernièrement, qui avait achevé de me convaincre. Je me suis dit, putain Hugo, et puis bon, et Stéphane Brognard, 72 jours traversés de je sais plus quel océan à la rame, Pacifique, Atlantique. Je me suis dit, bon, quand même, il y a quelque chose. Le mec, putain, il est vénère. Ça mérite de discuter avec lui. Et tout m'est apparu limpide, puisque finalement, la préparation mentale, qu'est-ce que c'est ? C'est réfléchir en amont à sa course qui va se dérouler. Mais pas la semaine avant, 2 ans avant, 5 ans avant. Et donc on a discuté de ça avec Stéphane. Planification à long terme, où est-ce qu'on va, pourquoi on y va, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans, parce que finalement on peut se dire, tiens, en fait, non, ça m'intéresse pas tant que ça. Et on a parlé, dans le 2e entretien, je ne dévoilerai pas grand-chose, parce que, sinon je vais vous le paraphraser. Mais Stéphane m'a... En fait, moi-même, je vous l'ai présenté en podcast, que pour performer dans le sport, à un moment donné, il faut diminuer le reste.
faut accorder moins de temps à ses proches, ses amis, sa famille. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, vous ne pouvez pas progresser dans le sport tout en continuant de manger des kebabs, à jouer à la console jusqu'à 2h du matin en fumant un joint, puis en finissant par 2-3 bonbons. Ça ne marchera pas. Donc vous êtes obligé d'arrêter de voir ce genre d'amis, par exemple, pour performer en sport. Vous êtes obligé d'arrêter de voir ce genre d'amis si vous avez décidé de monter votre entreprise et de fructifier dans ce domaine, etc., etc. Et donc de moi-même, je m'étais dit, en fait, voilà, quels sont mes leviers d'action. Un jour, il faudra que je rende la présidence du Trail Niveau Les Revards. Enfin, de toute manière, on va pas faire du milieu associatif toute sa vie. Au bout de 10 ans, ça suffit. Un jour, il va falloir que je diminue quelques animations. Voilà, on va commencer par les pénibles. Un jour, il va falloir baisser. Et Stéphane, très justement, me dit, mais il n'y a pas que ça. Donc, nous allons appliquer son conseil tout de suite, du moins la semaine prochaine, et la semaine prochaine, vous n'aurez pas le podcast du mercredi. Le podcast du mercredi n'est plus un hebdomadaire, à partir d'aujourd'hui, il devient un bimensuel. Voilà. Et encore une fois, vous avez 2 fois 1h45 d'interview pour comprendre le pourquoi du comment, mais ce qui m'a intéressé dans ces échanges, c'est que ça a mis des mots sur le bordel qu'il y avait dans ma tête. Ça me pousse à l'action. Parce que vous avez des idées tout seul. Mais souvent, il vous faut quelqu'un pour vous pousser à l'action. Tu sais, t'es là, tu fais du saut à l'élastique, et en fait, faut qu'il y ait ton pote à côté qui fait ouais, si tu sautes pas, t'es une pédale. Bon, du coup, tu sautes. Bon, encore une fois, sans porter un quelconque jugement sur une orientation sexuelle, voilà, c'est juste que, bon, à l'école, on disait ça, bon, excusez-moi, le vocabulaire est resté. Voilà, je sais pas si on peut faire comme avec les gens de couleur en disant non, mais je suis pas raciste, regardez, j'ai un ami noir. Non, mais je suis pas homophobe, regardez, j'ai un ami homosexuel. Oh putain. Comme Coluche avec. Comment il s'appelait son pote Luc Moi, je sais pas. Bref. Tout ça pour dire que c'était intéressant. Très intéressant. Et encore une fois, il n'y avait pas de trucs farfelus, de trucs perchés, du genre, ouais, quand ça va pas. Ah, tu vas penser à quand tu mangeais une frite au McDo au bord du lac. Non, on s'en fout, ça. Voilà. J'ai apprécié le pragmatisme de Stéphane, l'organisation de Stéphane, la clarté de Stéphane. Même si il faut voir la clarté au milieu de plusieurs phrases. Bref. Allez, on y va pour le contenu. Moi, je vous ai fait une introduction de 37 minutes. Écoutez, vous prenez pas, ça changera pas ma life. Alors, donc, les questions des patriotes. Écoutez, j'en ai 3. J'en ai 3. Première question. C'était Hervé Augoyard. Alors, Hervé. Toujours dans le cadre du J-45, j'imagine que tu vas aborder sous peu le sujet de la phase d'affûtage. Ça y est, on y est. Ou décharge, ou assimilation. D'ailleurs, quel terme utiliser ? Eh bien, Hervé, je pense que ces 3 termes définissent parfaitement l'approche de la course, c'est-à-dire qu'on va chercher à s'affûter, on va chercher à décharger, puisque quand tu t'es entraîné, en fait, tu es monté en charge pour créer de la fatigue, et en déchargeant, tu vas récupérer de ta fatigue et augmenter ton niveau physique. Toujours pareil. Et assimilation, puisqu'en fait, l'entraînement que tu as fait, tu as cassé, eh bien tu assimiles. Donc voilà, les 3 termes sont bons. Sur quels critères vas-tu jouer pour réduire progressivement ta charge à l'approche du Chianti ? Tu vois, toi-même tu le dis, c'est une décharge. Réduire la charge, décharge. Donc tu l'as un petit peu vu, Hervé, puisque nous avons amorcé la descente à partir de S-4, voire même S-6. Parce qu'on a eu le gros pic à S-6, une petite oscillation à S-4, et après, on a fait 130 bornes, 105 bornes, 80 bornes, et puis là on part sur 55-60. Donc je viens de te donner un critère, le kilométrage total. Mais, nous sommes en trail, et donc, le kilométrage total
n'est intéressant à regarder que si le dénivelé diminue également ou se maintient, puisque du coup vous allez diminuer les heures passées à courir, et ça c'est important aussi. Et donc Hervé, si tu as lu mes bilans de semaine tous les dimanches, tu as vu que les heures diminuaient progressivement en course à pied. Comme le kilométrage, comme le dénivelé, même si tu as vu, on reste à la fin sur une petite butée pour ne pas retomber dans les travers des années passées, on va y revenir juste après. Est-ce que, alors comme autre critère, tu me cites la fréquence d'entraînement. Alors ça, finalement, Hervé, tu as vu que la fréquence avait diminué d'elle-même. Pas forcément parce qu'on voulait diminuer la fréquence, mais parce qu'à un moment donné, on était arrivé tellement haut. Ça, c'est vrai que ça concerne peut-être pas les gens qui continuent à avoir un travail à temps plein à l'approche d'un objectif. On était arrivé tellement haut avec des entraînements le matin et le soir pour réaliser, par exemple, la S-6, ma semaine à plus de 170 km d'entraînement. Celle d'avant, elle était à 150, etc. Donc là, il y avait beaucoup de bi-quotidiens. Et donc, en fait, fatalement, en réduisant les heures et les entraînements, bah, tu réduis aussi ce bi-quotidien. Parce qu'au final, tu vas pas aller faire 20 minutes de footing le matin et 20 minutes de footing le soir. Bah, tu cales une sortie de 40 minutes unique. Donc la fréquence d'entraînement, en fait, a baissé également parce que tout baisse. Est-ce que tu réduis ta durée d'entraînement ? Alors là aussi, on réduit parce que parce qu'on joue sur un peu tous les curseurs et parce qu'à un moment donné, il y a eu des entraînements qui empêchaient d'avoir un rythme de repas régulier dans la journée. Ça, c'est jamais très bon à long terme. Donc on le fait pendant la phase de charge. Et quand on décharge, on essaye de retrouver une journée normale avec les entraînements, les repas aux heures classiques. Est-ce que tu as réduit ton intensité d'entraînement ? Alors, on n'a pas réduit l'intensité des entraînements, encore que on n'a pas fait de VO2 max dans les 5 dernières semaines. Dernière grosse séance de VO2 max, ouais, à S-5. Et après, c'est vrai qu'on n'a plus fait de VO2 max, donc quelque part, on a réduit l'intensité. Mais nous avons conservé, Hervé, l'intensité cible du Chianti et de temps en temps un rappel juste au-dessus. Comme le SV2 que j'ai réalisé hier. C'est un effort légèrement au-dessus de l'intensité du Chianti, encore que nous allons la lécher à quelques moments de la course. Les trois à la fois. Oui, globalement, les trois à la fois, mais encore une fois, progressivement. C'est-à-dire, j'ai atteint un volume d'entraînement extrêmement conséquent. Donc, je suis monté à 100, 120, 130, 140, 150, 170 km en faisant des montées, des paliers, une montée, un palier, etc. Ça s'est construit sur 12-13 semaines. Et après, on redescend progressivement. Et en diminuant les heures, le kilométrage et le dénivelé, fatalement, tu vas diminuer ces trois paramètres. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet hiver, j'ai mis en place, et ça s'est décidé au moins 1 an à l'avance, une méthode de travail pour continuer à gagner de l'argent tous les mois, qui me permettait de placer mes entraînements 6 jours sur 7 comme je le voulais. Ce qui ne sera pas possible entre avril et juin, mais qui sera à nouveau possible entre juillet et août. D'accord ? C'est pour ça que le Lavaredo est un objectif un petit peu secondaire. Même si on essaiera d'y arriver en forme, parce que c'est une très grande course, une course qui demande un certain investissement pécunier, etc., etc. Et donc, comme j'ai eu l'occasion de monter très très haut dans l'entraînement, pour moi, redescendre passe forcément par une diminution de tous les paramètres. Par contre, quelqu'un qui va exécuter un travail régulier chaque semaine et qui donc n'a encore une fois que ses heures de sport fixes, eh bien lui ne va peut-être pas forcément toucher à la fréquence, ni à la durée des entraînements, encore que, il peut quand même supprimer une ou deux sorties, mais il va peut-être beaucoup jouer sur l'intensité du coup. Parce que la fréquence, la durée et l'intensité sont 3 curseurs. Quand tu les as tous les 3 montés très haut, pour redescendre, il va falloir tous les 3 les baisser. Mais quand, à cause de ton travail, de la famille, etc., d'autres occupations annexes du sport, tu n'as pas pu monter énormément le curseur durée d'entraînement, tu vas pas non plus trop le baisser. Par contre, si tu avais augmenté fréquence,
tu pourras peut-être le baisser. Si tu avais beaucoup augmenté l'intensité, tu pourras peut-être le baisser. C'est vrai que quelqu'un qui a très peu de disponibilité, 4 fois 1 heure d'entraînement par semaine, bah lui forcément on va lui faire bosser des intensités, il pourra pas faire 80% de volume, 20% d'intensité, sinon le pauvre garçon il va jamais faire... à part de la randonnée, il fera rien du tout quoi. Donc lui il va être obligé de se taper les intensités, les entraînements sont différents par rapport aux heures que vous pouvez y passer dans la semaine. Si vous pouvez passer 30 heures par semaine à vous entraîner, bah forcément vous allez faire 80% de volume et 20% d'intensité, et encore ce sera peut-être 90-10. Sauf si vous faites des entraînements, des intensités de guignol. Vous voyez, j'allais dire pédale, j'ai fait attention, j'ai pas dit. Parle... C'est de l'humour, putain, ceux qui comprennent pas ça, cassez-vous, bordel. Par le passé... J'ai pas besoin de vos likes, moi. Contrairement aux autres. Par le passé, quelles approches as-tu utilisées pour cette phase d'affûtage ? Alors, il faut être honnête, Hervé. Avant 2022, je ne regardais pas l'entraînement. Je sais que ça peut choquer, ça peut perturber. Mais j'ai embauché un entraîneur que je jugeais qualifié en 2016. C'est toujours le même d'ailleurs, il s'appelle Patrick Bringer. Et en fait, j'exécutais ces entraînements et je ne me posais pas du tout la question de pourquoi il me donne ça à faire, J'ai eu un comportement bête pendant 6 ans. 6 ans quand même. En disant, tel jour, j'ai tant de disponibilité. Et lui, comme c'est quelqu'un qui est comme moi, qui est passionné, qui est fougueux, qui a envie d'y aller, qui est au top de sa forme, etc., ben, il a chargé la bête, le facochère. Et c'était pas le plus intelligent à faire. À partir de 2022, j'ai commencé une réflexion. Il a suivi ma réflexion, et ensemble, nous programmons de manière plus raisonnable les choses. En réfléchissant un peu plus que « Ah ouais, j'ai 3 heures de libre, ah, putain, génial, vas-y, je cours 3 heures. » Voilà. Voilà. Non. Donc par le passé, il y a eu des approches très différentes les unes des autres, catastrophiques, parfois, qui ne me correspondaient pas forcément, qui pouvaient correspondre à d'autres, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Et aujourd'hui, on essaie d'être un peu plus cohérent et réfléchi. Donc, quelles sont celles qui ont fonctionné pour toi ? Ouais, les 3/4 du temps, ça allait, il n'y avait pas de soucis particuliers. Après, c'est souvent moi qui faisais des erreurs en course, en fait. Parce que là aussi, il n'y avait pas trop de réflexion avant 2022. Je vous rappelle qu'à l'UTMB 2021, j'arrive dans la forme de ma vie. Je gâche tout dans les 2 premières heures de course. En partant avec François Daen, ce qui n'était pas le plus intelligent à faire. Quelles sont celles ? Ah oui, celles où ça a été des échecs. Alors ça, c'est intéressant, Hervé, puisque les échecs, alors je les ai cités sur mon site duc-army.fr, et je vous ai détaillé mieux que ça, mais Istria 2023 a été un gros échec. Puisque j'ai été poussé à l'abandon. Alors certes, par une espèce de kyste, donc une boule de collagène sous mon pied gauche qui m'a causé d'atroces douleurs, mais aussi, dès le début, j'avais des très 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 mauvaises sensations. J'avais même l'impression d'être malade à cause justement d'entraînement trop peu conséquent dans les 2 dernières semaines. C'est-à-dire que c'est vrai que ça peut paraître con comme ça, mais le corps s'était désadapté. Ça peut paraître con parce que vous vous entraînez beaucoup, vous vous dites bah c'est bon le gars ça va quoi. Mais en fait derrière vous êtes trop brusque et vous vous désentraînez. Alors qu'un mec qui s'est entraîné 2 fois moins mais qui est resté régulier, il va vous niquer du coup. Donc ça a été un gros échec. Voilà, je vois que ça. Peut-être le Lavaredo l'an dernier où j'avais fait un exercice très intense le mardi qui était peut-être pas très utile, ou le mercredi même, je sais plus. Là on était peut-être un peu trop proche et c'était peut-être un peu trop long, mais ça c'était quand même du détail, hein, puisqu'il n'y avait pas eu vraiment d'échec derrière. Pareil, le jogging à jeun le matin d'un ultra, enfin à jeun ou pas, hein, disons le jogging le matin quand vous partez pour votre ultra à 20h le soir. Bon ça pareil, maintenant je ne le ferai plus, ça ne présente pas spécialement d'intérêt. Voilà, des petits trucs comme ça, mais c'était surtout Istria 2023 qui avait été un problème. L'Endurance Trail des Templiers 2021, où là, en fait, la phase d'affûtage n'avait pas été respectée parce qu'on avait
peut-être diminuer un peu la course à pied de manière correcte, ça oui, mais rajouter trop de vélo en fait. En sous-estimant la durée de l'effort, donc la fatigue n'avait pas été suffisamment effectuée. Donc, vous voyez, il y a eu 2 problèmes. Istria 2023, je m'étais trop reposé, et Endurance Trail et Templiers 2021, je m'étais trop entraîné avant. D'autant plus qu'on sortait de l'UTMB, donc finalement, il fallait pas retomber. Allez, je vous balance une petite info comme ça. Cette année, il est possible que je fasse la Saint-Élion. Voilà. Mais évidemment, je ferai l'UTMB. Par contre, entre l'UTMB et la Saint-Élion, est-ce que je vais pouvoir faire les mêmes entraînements que, par exemple, Thomas Cardin, qui est le double vainqueur, enfin peut-être même triple d'ailleurs, de la Saint-Élion ? Non, parce que Thomas Cardin ne participe pas à l'UTMB, donc Thomas Cardin n'a pas fait un cycle de préparation ultra-trail durant l'été, Thomas Cardin n'a pas réalisé un ultra-trail fin août, donc Thomas Cardin, en septembre-octobre, va faire des entraînements différents de quelqu'un qui s'est fatigué tout l'été. Et donc Hugo Ferrari va devoir d'abord se reposer, digérer, et ensuite réactiver son corps sans trop taper dedans. Parce que la saison aurait été déjà suffisamment dure. Donc vous voyez, là, il faudra encore trouver un autre subterfuge. Mais bon, on n'y est pas. Hein. Voilà. Voilà Hervé. Allez, je prends une petite question, puisque mercredi prochain, vous n'aurez pas votre podcast. Voilà, je vous donnerai l'adresse de Stéphane Brognard si vous voulez faire des menaces de mort. Simon Pelay. Simon Pelay. Suite à ma préparation pour le marathon du Chianti, et oui, puisqu'on sera une dizaine de patriotes sur l'événement, et ta déclinaison de ton matos, une question m'est venue, est-il possible, envisageable de privilégier une paire de chaussures de route ? Ne pourrait-elle pas apporter davantage de dynamisme et de rebond sur des sentiers a priori peu techniques ? Et donc une mousse permettant davantage d'économie musculaire que des paires de trail. Alors Simon, énorme erreur de ta part, tu mets tout le monde dans le même panier. Il y a des marques de chaussures qui font des chaussures de trail avec des mousses qui sont, je vais peut-être pas dire les mêmes, mais comme pour la route, très adaptées à ce genre de pratique. Donc en fait, ça va dépendre de la marque, ça va dépendre du modèle, parce qu'à chaque fois, tu auras des mousses différentes. Chez Altra, par exemple, il y a au moins 3 types de mousses sur les chaussures de trail. Et ce sont les mêmes mousses sur les chaussures de route. Evo Max, Ego Pro, là, je sais plus ce que c'est les termes. Donc finalement, ta paire de trail peut posséder les mêmes caractéristiques que ta paire de route. Ça dépend. Donc il faut se poser les questions. Quelle paire de route tu utilises à l'entraînement ? Pourquoi ce serait intéressant pour toi de les utiliser dans le trail du Chianti ? Je vous parlerai ce vendredi sur mon site de la paire de chaussures que j'ai choisie chez Altra. Et à aucun moment, j'ai eu une réflexion concernant une paire de chaussures de route. Donc c'est pour ça que je développe un peu ta question ici, qui va servir d'introduction pour vendredi, Simon. C'est-à-dire que chez Altra, qui est une marque qui a démarré avec un peu du trail quand même, chez Altra, les paires de chaussures de route ne me sont jamais parues exceptionnelles par rapport aux paires de chaussures de trail. Je n'y ai jamais trouvé vraiment de plus-value. Alors évidemment, quand je vais courir sur la route, je prends une paire de chaussures de route. Je vais pas niquer mes crampons pour le plaisir. Mais là, on parle d'une compétition. Donc je me fiche éperdument d'abîmer mes crampons lors d'une compétition. Par contre, oui, pour avoir utilisé la Riviera, qui n'est plus produite, pour avoir utilisé différentes versions de la Taurine, de la Paradigme, elles sont très agréables pour les footings sur route, éventuellement un petit tempo. Mais c'est vrai que dès que je passais à des intensités un peu prononcées, je prenais la paire de carbone. Et le problème de la paire de carbone, chez Altra, mais j'imagine chez d'autres marques, c'est qu'en fait, pour que ce soit léger, ils vous font un mesh qui est tout petit et tout fin et qui tient finalement très peu le pied. Donc quand vous courez sur route en ligne droite, il n'y a aucun souci. Mais en trail, on va avoir affaire à des chemins très faciles au Chianti, mais néanmoins, il y aura quelques petits singles, quelques changements de direction, etc. Quelques aspérités sur le terrain, des dévers, etc. Ce ne sera pas 100% lisse. C'est pour ça que je ne choisirai pas une chaussure carbone route avec un mesh un petit peu olé. Maintenant,
toi, Simon, je vais lire la deuxième partie de ta question. Je ne parle pas de chaussures carbone, voilà, qui perdent en stabilité, donc c'est ce qu'on disait avec le mesh, puisque le carbone, on vous fait la chaussure la plus légère possible. C'est un travail à la fois de la semelle carbone et de la mousse, c'est une alliance des deux qui permet d'être performant, pas uniquement le carbone. Donc effectivement, vu qu'on a baissé leur poids un maximum, pour le trail, le mesh, il va pas assez tenir le pied, ça va être un peu embêtant. Mais de paires typées marathon, dans mon cas où je cours un équivalent marathon. Alors, Simon, excuse-moi, mais sur marathon, qui aujourd'hui ne porte pas de chaussures carbone ? À part les pauvres. Non, je plaisante, mais il y a tellement de gens qui portent des chaussures carbone sur marathon. Bon, après, c'est vrai que si vous le courez en plus de 3h30, c'est peut-être pas la peine. Mais oui, du coup, je comprends ta question. Pour un effort marathon, on va avoir tendance à aller chercher plus de confort, d'amorti, la bonne petite paire un peu pépère et tout. Et donc, tu me dis, pourquoi ne pas utiliser ça en trail ? Parce qu'à mon avis, Simon, les chaussures que tu es en train de me décrire pour ton marathon, je pense que tu as tout à fait l'équivalent en trail. Tu dois pouvoir trouver, alors je sais pas quelle marque tu utilises, mais tu dois pouvoir trouver, dans la marque que tu utilises, à moins qu'elle soit très peu développée ou qu'elle n'ait pas une gamme très très élargie, tu dois pouvoir trouver des chaussures de trail avec les mêmes caractéristiques de semelle et de dynamisme. Puisqu'encore une fois, la seule chose qu'on va aller modifier sur la route, c'est que comme il n'y a pas de dévers, de pente, de trucs machin, on peut diminuer la taille du mesh. On risque pas de s'accrocher dans les ronces, etc. Le pare-pierre sur la route est inexistant. Toutes ces choses-là qui font qu'on a une chaussure plus légère. Et après, tu me dis, la seule ombre serait s'il pleuvait en continu une semaine avant la course. Oui, évidemment, si le terrain est glissant, il vous faut une semelle avec des crampons, sinon vous n'y arriverez pas. Après, là-bas, c'est des pistes forestières un peu gravillonneuses, donc on pourrait en débattre. Et moi, ce que je te dirais, Simon, le parcours du marathon semble être le même que l'an passé, mais le parcours du 125 km n'est pas le même que l'an passé, puisque l'an dernier, ça faisait 104 km. Donc comme c'est pas le même que l'an passé, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont rajouté. Et évidemment, on peut se douter que ça va être facile, mais comme on ne sait pas, ce serait une très grosse prise de risque. En plus, j'ai regardé un peu la carte en comparant les traces GPX, et on va plus ou moins aux mêmes endroits, mais des fois on fait des détours à droite à gauche, va savoir s'ils nous ont pas pris un petit single par-ci par-là, et hypothétiquement un peu de technicité, on sait pas. Comme on sait pas, c'est emmerdant. Alors tu me diras, je pourrais appeler Lambert Santelli qui a fait une reco, mais je l'ai pas fait. Voilà. Puisque de toute manière, comme je te le disais, pour moi, dans ma gamme de chaussures Altra, il n'y a pas de chaussures de route qui détrônerait une paire de chaussures de trail pour cette course-là, étant donné qu'Altra offre pour moi une réelle qualité sur les chaussures de trail. Encore une fois, on en parlera. Ce vendredi, je vous présenterai le modèle que j'ai choisi, puisque j'ai le choix entre la gamme actuelle, les éventuels protos qui vont sortir, etc., etc. Et vous verrez si j'ai vraiment le choix d'ailleurs. En gros, moins d'accroche sur terrain peu technique, peu gras et plus de dynamisme et légèreté, sans rogner sur la stabilité, est-ce une bonne idée ? Oui, non, du coup, non, c'est pas une bonne idée. Alors je l'ai fait, bien sûr, 2019, j'ai fait une course avec des chaussures qui pesaient 150 grammes, je crois, j'avais collé une semelle Vibram dessous. Est-ce que c'était très intelligent ? Je sais pas. Mais on parlait d'une course qui durait 2 heures, donc au pire des cas... Après, c'est vrai que je me suis un peu chié dessus en me disant, putain là, si je me tape l'orteil, c'est la fracture, quoi. C'est la fracture. Merci pour l'ensemble de ces documents extrêmement intéressants dont tu nous abreuves. Mention spéciale sur la préparation mentale. Ouais, toi aussi, ça t'a plu. Bonne poursuite dans cette prépa. Je te remercie, Simon. Allez, après, on avait une question de Benjamin Malengros. Est-ce qu'on l'a fait ? Est-ce qu'on l'a fait pas ? Ouais, elle est rapide. Bonjour Hugo, je suis curieux de connaître ton avis sur la question suivante. 2 points. La question arrive. Quelle taille de bâton utiliser ? La longueur proposée en fonction de la taille de la personne ou le choix, oui, puisque le fabricant vous donne une petite règle de 3 effectuée,
ou le choix se fait sur la sensation et technique de course? Alors, ça me paraît quand même un petit peu prétentieux qu'un débutant trouve tout seul ce qu'il lui faut. Et en général, quand tu achètes une paire de bâtons pour la première fois, bah, tu n'as ni sensation ni technique de course avec, puisque c'est la première fois. Donc moi, je me suis fié aux calculs donnés par le fabricant, et c'est vrai que ça tombait sur un entre-deux. Voilà, je pouvais aussi bien utiliser des 115 cm que des 120 cm. Finalement, j'utilise des 115. J'ai eu les deux, et à force d'utilisation, je me suis senti un petit peu mieux avec les 115. Voilà. Parce que j'ai peut-être l'habitude d'être un peu penché en avant. Là, pour le quanti, je vais souvent trottiner avec, donc il faut pas trop que mon épaule monte haut, ni mes bras. Voilà. Tout un tas de raisons. Mais mon frère, par exemple, lui, préfère les 120, pourtant on fait la même taille. Mais il a un passé de skieur de fond qui fait qu'il a une pose de bâton peut-être qui est un peu différente de moi. Il a l'habitude d'avoir cette amplitude articulaire au niveau des épaules et des bras. Voilà. Et donc, tu viens à parler du ski de fond, donc c'est intéressant, Benjamin. Ce sont deux sports différents, mais et là tu vas faire une énorme boulette. Ce sont deux sports différents, mais en ski de fond, par exemple, les bâtons sont clairement et proportionnellement plus grands que les recommandations en trail. Benjamin. Réfléchis. Allez, je bois un petit coup pendant que tu réfléchis à la bêtise que tu viens de dire. Benjamin. En ski de fond, on utilise des chaussures avec une semelle un petit peu haute, lesquelles sont fixées sur des skis un petit peu hauts. Du coup, entre le sol et le dessous de ton pied, il y a, je sais pas moi, entre 5 et 10 cm. Donc forcément, tu vas utiliser des bâtons plus grands. Voilà. 20 secondes. C'est sûr que le temps de pousser est facteur primordial en ski. Oui, parce que en fait, tu pousses sur le bâton, ça glisse tout seul, etc. Mais en trail aussi, vu que cela aide et soulage les jambes. Ouais, mais en trail, en fait, t'as pas la même vitesse et du coup, le bâton revient plus souvent qu'en ski. Alors, si, en ski, quand tu sprints, c'est un peu différent, mais quand tu fais du ski de manière normale, le mouvement est quand même assez lent, tu vois. 1, 2, 3, 4. Alors qu'en trail, déjà, on va le faire de manière saccadée. Bras droit, bras gauche, bras droit, bras gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu vois. Donc le rythme est quasiment 2 fois plus rapide en trail qu'en ski de fond. Voilà, pour moi, c'est ça aussi la deuxième différence qui fait que tu as besoin de trucs un poil plus petits qu'en ski de fond. Déjà parce que tu es moins haut, à moins d'utiliser des très gros Hoka. Les Hoka Bondi, putain, à l'époque, c'était monstrueux. Voilà l'explication, Benjamin. Personnellement, virgule, pour 1m77, la taille 125 m'est recommandée. Oui, je pense que c'est ça. J'ai des bâtons de 125 et de 130, mais je préfère nettement utiliser des bâtons de 130 car j'ai un peu plus de longueur à la pousser. Ouais, Benjamin, t'es peut-être un grand skieur comme l'a été mon frère. Enfin, du moins, t'as beaucoup pratiqué cette discipline. Et peut-être même tu la pratiques encore. Du coup, t'es peut-être plus à l'aise avec la taille juste au-dessus. Mais tu vois, ça se joue à rien parce que finalement, tu questionnes le fabricant te dit 125. T'es pas trop mal avec les 125, mais tu te sens mieux avec 130. Voilà, t'hésites entre une taille ou l'autre. C'est pas très grave. De toute façon, les bâtons, ça se casse. Hein, j'en ai encore cassé un au 7 Try, donc ça permet d'en racheter la taille au-dessus ou la taille en dessous pour essayer. Donc voilà. C'est vrai qu'il faut essayer. Et en fait, ça dépend beaucoup de vous, parce qu'après, on peut parler de la morphologie, la morpho-anatomie, pour faire plaisir à mon ami Rudy Koya, même si certains imbéciles vont vous dire que ça n'existe pas. Évidemment, ces mecs-là ont un physique dégueulasse qui fait que vous avez du mal à les écouter. Alors que si tu veux, quand Rudy enlève le t-shirt, tu fais WOW. Et après, t'as un type tout mec qui fait oui, mais alors moi j'ai lu une étude qui. Ouais, bah tu lis des études et c'est ça ton problème en fait. Il faut plus lire des études, il faut vivre. Alors du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui,
plus tu es grand, plus tu vas avoir des bras de levier. En fait, il y a des gens qui, proportionnellement à leur tronc, ont des bras plus longs que les autres. On n'est pas tous constitués exactement pareil. Donc c'est pour ça que ça induit aussi des petites différences chez chacun de nous. Donc voilà, pour résumer la situation, vous prenez la taille que le fabricant conseille, vous faites quelques sorties avec, vous vous démerdez pour essayer un petit peu la taille au-dessus, ou si vous le sentez dans l'autre sens, la taille en dessous, mais en général c'est plutôt la taille au-dessus. Vous essayez les deux tailles et vous allez comprendre rapidement lequel vous préférez. Parce que là du coup vous aurez la marque de départ, donnée par des gens qui ont quand même un certain consensus pour vous dire c'est cela qu'il faut utiliser. Et une fois que vous partez de cette base théorique qui est plutôt bonne, vous affinez suivant 1. Votre expérience, 2. Votre morpho-anatomie, votre morphologie. On s'en fout des mots, vous avez compris l'idée. Ok, c'est bon là, on a fini. Eh ben allez, je vous laisse. Écoutez, mercredi prochain, du coup, pas de podcast. Voilà, vous êtes... Voilà, je dois devenir un sportif de haut niveau, donc vous aurez un podcast un mercredi sur 2. Et c'est tout. La parole du Duc va se faire un petit peu plus rare. Et encore une fois, cela fonctionne pour réussir en sport, mais en fait, si vous avez écouté mon interview avec Stéphane Brognard, enfin en tout cas ce moment d'échange, je pense que vous avez compris que ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Dès que vous voulez développer quelque chose, et je vous encourage à développer quelque chose, que ce soit votre famille, votre travail, votre capacité physique, ce que vous voulez, votre maison, vous pouvez développer votre maison en réalisant vous-même des travaux, et je sais pas, putain il marche plus mon stylo Nolio, et je sais pas quoi d'autre, il faut s'organiser, il faut définir des plages de travail, il faut se priver de certaines choses à certains moments, et ça on l'a très très bien expliqué avec Stéphane, avec de nombreux exemples très intéressants qui peuvent vous servir donc dans tous les domaines de la vie pour ne pas être une parfaite copie de votre voisin, ce qui est quand même désolant. Voilà. Allez, on se retrouve donc non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. J'aurai exécuté donc cet ultra trail du Chianti. J'aurais pris un petit peu plus d'1 heure par Kylian, Jim et Vincent, qui sont des athlètes de très haut niveau avec des capacités physiques hors du commun et une pratique largement supérieure à la mienne. Mais j'espère que je me serai battu le plus possible. Salut! Au revoir les gueux, c'était le Diva Podcast de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au Duc tu feras.